dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 6e épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, nous allons voir ensemble 6 règles d'or à toujours avoir en tête pour progresser positivement sur le long terme. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui ? Eh bien en fait c'est parce que j'ai étudié les questions qui me sont le plus souvent posées par les lecteurs de mon blog. Et une question qui revient souvent est « J'ai l'impression de stagner, qu'est-ce que tu me conseilles pour progresser ?» Et donc je me suis fait la réflexion suivante, est-ce qu'il y a des grandes règles, des grands principes que j'applique désormais lorsque je m'entraîne qui me permettent de progresser ? Et quelles sont finalement les erreurs que j'ai commises dans le passé qui m'ont fait perdre du temps justement pour progresser ? Je vais donc dans cet épisode vous détailler chaque règle. Je vais vous expliquer pourquoi elle me semble importante à mes yeux en vous racontant quelques anecdotes et je vous partagerai bien sûr quelques chiffres parce que vous le savez très bien, j'aime les chiffres et j'aime les études. Et je terminerai cet épisode en vous synthétisant ces 6 règles et je vous expliquerai comment vous pourrez vous en servir pour progresser dans votre pratique sportive. Alors que vous soyez un coureur ou que vous pratiquiez un autre sport, je pense que ce qu'on va voir aujourd'hui vous sera utile. Alors si ça vous convient, comme d'habitude, installez-vous confortablement, c'est parti. Abordons la première règle d'or. Blessure au pied, à la jambe, au genou, aïe aïe aïe, ça fait mal n'est-ce pas ? Et ça fait perdre du temps. Alors, je vais commencer par vous poser une question importante. À votre avis, combien de coureurs se blessent chaque année en pourcentage ? 10%, 20%? Eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, c'est 47%. En fait, j'ai croisé plusieurs sources de données pour arriver à cette moyenne, parce que j'ai observé, selon les études, que ça varie entre 35% à plus de 55% selon certaines études. Et dans tous les cas, je trouve que ce chiffre moyen, de 47%, fait un peu peur, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que ça veut dire qu'on est tous concernés, à un moment ou à un autre, par une blessure. Alors ça veut dire aussi que dans le meilleur des cas, en fait, on a finalement plus de 65% de chances que tout aille bien dans l'année qui arrive. Et au pire, par contre, un coureur sur 2 va être embêté par une blessure au cours de l'année. Et donc il va être contrarié, il va être obligé de lever le pied si finalement il n'a pas pris les précautions en amont. Alors heureusement, bien sûr, il y a des solutions, rassurez-vous. Et moi-même, j'ai été confronté à différentes blessures. Notamment, je repense à une élongation qui m'a fait vraiment souffrir à mes débuts en course à pied pendant plusieurs semaines. Et la cause, c'était quoi ? Eh bien, c'était un manque d'échauffement. Et tout ça, finalement, ça me permet justement d'introduire la première règle d'or qui est, selon moi, l'échauffement et même le pré-échauffement. Alors, finalement, au vu des lectures et des discussions que j'ai pu avoir avec de nombreux sportifs, eh bien, je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'importance qui est accordée à l'échauffement. Souvent, ça peut être lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller s'entraîner, alors du coup, on attaque directement dans le dur. Et finalement, c'est contre-productif en fait de procéder comme ça, parce que c'est lié au fait qu'on a une vision à court terme. Et les chiffres qu'on a vus ensemble juste avant le montrent bien. Alors l'expérience fait bien les choses, puisque depuis plusieurs années, j'applique ce qui va suivre, et depuis tout va bien, plus de blessures, et même des meilleures sensations en fait lors des entraînements. Et j'espère vivement qu'il en sera de même pour vous. Alors afin que vous ayez bien à l'esprit les bienfaits de l'échauffement, je vais en détailler 4. Alors le premier bienfait, ça va être le fait que de s'échauffer, ça va permettre une augmentation en fait de la température du corps qui va permettre à vos tendons et à vos muscles d'atteindre finalement 39 degrés à la place des 36 degrés qu'ils ont au repos. Et ça va permettre d'améliorer la souplesse musculaire d'une manière générale et aussi les tendons ils vont gagner en élasticité. Et tout ça permet justement de diminuer les risques de blessures. Et tout ça, c'est lié au fait que le liquide synovial qui est dans notre corps, il va être produit en plus grande quantité grâce à l'échauffement, et ça va donc favoriser une meilleure mobilité articulaire. Donc ça, c'était le premier bienfait. Le deuxième bienfait, ça va être le fait, et ça je pense que vous allez grandement apprécier,
c'est le fait que ça réduit les courbatures. Et finalement, quand on va faire une séance intensive et que avant cette séance intensive, on aura fait un échauffement, eh bien on aura des courbatures qui seront moindres. Et tout ça, c'est lié au fait que le débit d'oxygène dans le sang, il va être plus important lors de notre séance grâce à l'échauffement qu'on aura fait juste avant. Et tout ça, ça permet donc de mieux préparer le corps à l'effort. Le troisième bienfait, ça va être quoi? Et ça, celui-là, il va particulièrement intéresser les coureurs de longue distance. Et là, je fais un clin d'œil à Lisa, qui est connue sous le pseudo de Lily Running, qui a parlé de ce podcast dans un article sur son blog Run and Write. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de son article en description, donc je la remercie au passage. Et donc, comme je le disais, ce troisième bienfait de l'échauffement va intéresser donc les coureurs de longue distance, parce qu'il va favoriser l'utilisation des lipides plutôt que du glycogène. Alors le glycogène, c'est le nom que porte le sucre une fois qu'il est stocké dans l'organisme. Concrètement, ça signifie qu'après un échauffement, le corps il va prioriser en fait la consommation des graisses, donc des lipides. C'est-à-dire qu'il va prioriser en plus grande quantité ce type de consommation. Et donc en parallèle, mais en moins grande quantité, il va piocher dans les réserves de sucre, le glycogène, en plus faible quantité par rapport à la consommation des graisses, donc des lipides. Et donc c'est un double atout parce que ça va permettre de diminuer sa masse graisseuse, donc là on voit bien tout de suite que c'est intéressant, et aussi c'est un atout pour pouvoir tenir sur des longues distances. Donc ça c'était le troisième bienfait de l'échauffement, et le dernier bienfait que j'ai constaté, eh bien c'est qu'en fait ça permet de diminuer la production de lactate à l'effort. Donc ça signifie concrètement quoi? Que l'organisme il sera plus apte à tenir l'effort qui va suivre l'échauffement avant de le forcer à s'arrêter. À nouveau, les muscles ils seront davantage préparés à subir un effort conséquent, et tout ça grâce à l'échauffement. Voilà, donc désormais, finalement, par rapport à ce qu'on a vu là, moi je sais que toujours je fais donc un pré-échauffement, c'est-à-dire que je vais faire quelques exercices sur place pendant moins de 5 minutes, avec des jumping jacks, avec des exercices de ce type-là. Si vous voulez plus de détails, j'ai un article dessus sur le blog. Et en tous les cas, ensuite, après ce prééchauffement de quelques minutes, j'enchaîne toujours avec un footing de 15 à 20 minutes en endurance fondamentale. Et seulement après ça, je fais vraiment la séance qui est prévue. Et vraiment, il n'y a que du positif pour moi à procéder de cette manière-là. Alors bien sûr, si vous voulez en savoir davantage sur à quelle allure est-ce que vous devez courir votre footing, et bien là, je vous invite à aller consulter, à aller écouter le précédent podcast, donc le podcast numéro 5, No Pain, No Gain, où je vous donne pas mal de détails sur ce sujet. Alors bien sûr, il faut avoir un peu plus de temps devant soi quand on fait des séances avec un pré-échauffement et un échauffement, mais je pense qu'il vaut mieux se dire « Ok, je me bloque une vingtaine de minutes pour faire justement cet échauffement-pré-échauffement » plutôt que de devoir s'arrêter plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Alors bien sûr, je ne dis pas que ici, d'appliquer un échauffement, ça va régler tous les problèmes et que jamais plus vous ne serez blessé, c'est pas ça que je veux dire. L'idée qu'il y a derrière, c'est que d'accorder plus de temps et plus d'importance à l'échauffement, notamment par rapport aux chiffres qu'on a vus, puisqu'il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça, eh bien ça va grandement finalement améliorer vos chances de pouvoir courir le plus longtemps possible, sans vous blesser, et aussi vous pourrez bénéficier notamment des 4 bienfaits qu'on a détaillés juste avant, lorsque vous ferez des échauffements. Donc ça c'était la première règle d'or. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la deuxième règle. Alors deuxième règle d'or, la progressivité. Je vous avais dit que j'allais vous parler des erreurs que j'ai commises dans le passé. Alors une dont je voudrais vous faire part, c'est le fait que, avec le recul, je me suis rendu compte que je me suis lancé trop vite sur marathon. De ce fait, concrètement, mon corps, il n'était pas prêt complètement à pouvoir encaisser une distance de ce type-là. Alors dans ma tête, oui, j'étais prêt, mais par contre mon corps, il n'était pas encore tout à fait prêt. Alors de ce fait, mon corps, il a mis du temps après le marathon, après mon premier marathon, pour s'en remettre, et clairement il m'a dit « Julien, t'es allé trop loin, trop tôt ». Et j'ai donc dû prendre du temps après pour pouvoir reconsolider mes bases et repartir sereinement.
Alors certes, le côté positif, c'est que je suis clairement fier d'avoir pu courir 42 km 195 avant mes 30 ans. Ça, c'est clair, c'est vraiment quelque chose qui restera marqué en moi. Par contre, si c'était à refaire, avec le recul, je prendrais un peu plus de temps pour consolider mes bases avant de me lancer sur ce type de distance. Et finalement, ça introduit quoi? Ça introduit que de tout ça, j'en ai tiré une leçon. La leçon, c'est qu'il faut absolument jouer la carte de la progressivité. Et cette carte de progressivité, il faut la jouer à la fois dans les entraînements et à la fois dans les compétitions. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime désormais appliquer la règle des 10%. C'est un principe simple à mettre en œuvre et qui permet toujours de vérifier qu'on va dans le bon sens. Alors, en résumé, c'est quoi la règle des 10%? Alors, elle consiste à augmenter son volume d'entraînement, donc que ce soit en kilomètres ou en durée, d'une semaine à l'autre, de 10% au maximum. Et j'ai bien dit au maximum et pas au minimum. C'est-à-dire qu'il faut bien veiller à ne pas dépasser ces 10% d'une semaine à l'autre. C'est, comme je l'ai dit, une manière simple et efficace de contrôler votre progression. Alors si on prend un exemple très concret, vous courez par exemple actuellement 10 km par semaine, et bien la semaine qui va suivre, ne misez pas sur faire 20 km, mais approchez-vous plutôt des 11 km. Vous courez une cinquantaine de kilomètres, alors la semaine qui va suivre, approchez plutôt les 55 km, ça c'est raisonnable. Le même principe peut s'appliquer pour, par exemple, un coureur kényan qui fait 200 km par semaine. Et lui, approcher 220 km par semaine, c'est-à-dire faire une progression donc de 10% de 200 km, donc 20 km, pour lui, ce serait raisonnable. Voilà, c'est-à-dire que l'échelle, en fonction de son niveau, ne va pas être la même, mais c'est le principe qu'il y a derrière qu'il faut bien voir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'appliquer ce principe de manière infinie, parce qu'une fois qu'on a trouvé un équilibre et une distance qui nous convient, il faut prendre le temps de la stabiliser. Voilà, si pendant une période vous êtes à l'aise avec le fait de courir une cinquantaine de kilomètres par semaine, continuez, stabilisez ce rythme-là. Mais ce qui marche, c'est vraiment de coupler ce principe de progressivité de la règle des 10% avec le fait de mettre en place des cycles d'entraînement de plusieurs semaines de travail avec ensuite enchaîner des semaines de repos. Et pour que ce soit vraiment efficace, on voit bien que pour mettre en place cette règle des 10%, il faut que ça finalement soit en lien avec le fait d'avoir un objectif, avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller, plutôt que de s'entraîner au jour le jour et sans vision globale. Alors là, bien sûr, on rentre dans d'autres sujets, on pourra en reparler dans d'autres épisodes du podcast si vous le souhaitez. En tous les cas, on va continuer de se concentrer sur les règles d'or d'aujourd'hui. Alors retenez bien finalement que cette règle des 10%, c'est une ligne directrice, il ne s'agit pas de l'appliquer à la lettre, mais c'est vraiment le principe qu'il y a derrière qu'il faut comprendre. Alors maintenant qu'on a vu la deuxième règle d'or, passons à la troisième. Alors la troisième règle d'or, c'est l'endurance. Alors oui, on veut courir plus vite et on se dit qu'il faut toujours courir plus vite à chaque entraînement, eh bien ça c'est une erreur. Et oui, et je l'ai commise à mes débuts et on est beaucoup à tomber dans ce piège. Au contraire, c'est bien vraiment en courant plus souvent lentement, en complément bien sûr d'exercices intensifs, que l'on va pouvoir progresser et courir plus longtemps et plus vite sur le long terme. Donc si vous voulez construire, si on veut faire une image par rapport à tout ça, si on veut construire une tour très haute, il faut déjà que les fondations elles soient vraiment solides. Et en fait, ces fondations, c'est finalement notre endurance fondamentale. C'est pour ça qu'il faut accorder une place majeure à l'endurance fondamentale. Et si on doit retenir quelques chiffres, retenez que finalement c'est 80% en moyenne de son temps, de nos entraînements, où il va falloir passer du temps en endurance fondamentale, à une allure comprise entre 65 et 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est une excellente pratique à avoir sur le long terme. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce point, écoutez ou réécoutez le podcast précédent, No Pain, No Gain, où on a vu ensemble une étude avec ce qu'appliquent les athlètes de haut niveau, avec l'équilibrage qui est fait dans les différentes zones. Ah oui, et l'endurance, pour bien calculer le temps que vous passez finalement dans ces fameux 80%, vous pouvez ajouter le temps que vous passez dans les footings de l'échauffement, les temps que vous passez dans les phases de récupération, lors de vos séances fractionnées par exemple, et le temps que vous allez passer lors des phases de retour au calme à la fin de vos séances. Voilà, c'est vraiment toutes ces phases qui vont permettre
de faire le cumul des 80% du temps que vous allez passer en EF dans vos entraînements, toujours à hauteur de environ 70% de votre FC Max. Voilà ce qu'il en était pour la troisième règle. Je vous propose qu'on passe maintenant à la quatrième règle. Alors la quatrième règle d'or, la récupération. Vous allez toujours plus loin, vous voulez toujours aller plus vite. Oui, vous sortez de votre zone de confort. Alors ça c'est bien, mais par contre, je pense qu'il y a un élément que l'on oublie souvent, c'est que c'est bien pendant la phase de repos qu'on progresse et pas pendant la phase d'effort. En fait, pendant qu'on va faire un effort, et bien là justement le corps il puise dans ce qu'on a et on devient plus faible en fait. Dans le créneau qui va suivre les efforts, on est plus faible. Mais par contre, c'est bien dans la phase de repos qui suit cet effort qu'on va progresser, que le corps il va s'améliorer. Et les temps de récupération vont bien sûr dépendre du niveau de chacun, mais à mon avis, à mon sens, il faut avoir à l'esprit qu'il faut accorder du temps de récupération suffisant pour que le corps il puisse assimiler et ne pas générer trop de fatigue, pas trop de stress. Parce que sinon, eh bien, vous allez entrer dans des cycles de régression, de stagnation et même de blessure. Alors, je vais vous annoncer différents temps moyens pour que vous ayez un petit peu un repère, une base, pour pouvoir voir combien de temps accorder en moyenne au repos par rapport à un type d'effort en particulier. Et bien sûr, ce sont des temps moyens, c'est pour avoir un repère, ça va dépendre de chacun, mais comme ça vous avez une base. Alors si par exemple vous faites une sortie en endurance, environ 40 minutes, prévoyez environ 18 heures de repos derrière. Si vous faites une sortie longue, environ 1h20, et bien là, prévoyez au moins 48 heures, donc 2 jours de repos. Et si vous faites un exercice fractionné intensif, environ 12 répétitions, et bien là, prévoyez environ 60 heures, donc 2,5 jours. Voilà, comme ça, ça vous donne une estimation par rapport à l'expérience que j'en ai, du temps qu'il faut accorder après un effort pour que ça soit assimilé correctement. Et finalement, le meilleur moyen selon moi de pouvoir arriver à jauger vraiment le temps dont on a besoin, eh bien, c'est de s'écouter. Il faut prendre du temps pour bien écouter ce que dit votre corps. Et pour ça, vous pouvez appliquer finalement les séances de méditation et de relaxation qu'on a vues ensemble dans l'épisode 2 du podcast. Je pense que ça vous sera utile si vous ne l'avez pas encore écouté jusque-là. Parce que ça vous apprendra justement à mieux vivre l'instant présent et donc à mieux vous focaliser sur vos sensations parce qu'elles sont vraiment importantes. Au passage, une bonne technique pour récupérer efficacement, que j'applique personnellement, c'est d'appliquer la technique de l'eau tiède, l'eau froide. Alors physiologiquement, ce qu'il y a derrière, eh bien, c'est que finalement l'eau chaude ou l'eau tiède, elle va favoriser la détente de vos muscles. Parce que en fait, dans ce cas-là, la circulation du sang, en fait, elle va augmenter grâce à la chaleur. Et d'un autre côté, l'eau froide, elle va permettre de soulager les douleurs que vous ressentez au niveau de vos muscles, en diminuant finalement grandement l'apport en sang. Alors vous pouvez appliquer ce principe sur vos jambes, vos pieds, vos cuisses. Je dirais environ 30 secondes par jambe, jusqu'à 4 répétitions. Je trouve que là c'est déjà efficace et ça permettra justement d'accélérer le processus de récupération. Alors maintenant qu'on a vu la quatrième règle, je vous propose qu'on passe à la cinquième règle d'or. Donc la cinquième règle d'or, eh bien c'est la régularité. Vous vous dites, j'ai pas eu le temps de courir cette semaine, je vais faire une grosse séance week-end, comme ça je vais bien progresser. Et souvent ça c'est couplé avec le fait de vouloir profiter du peu de temps qu'on a pour courir vite. Eh bien double erreur malheureusement de procéder comme ça. Parce que si vous faites une seule séance chaque semaine et que durant cette séance vous courez vite seulement, donc c'est-à-dire pas en endurance fondamentale, alors vous allez avoir la sensation effectivement grisante d'avoir du plaisir à court terme, mais finalement ce sera vraiment néfaste sur le long terme. Donc oui, on a tous des contraintes de temps, on a parfois l'impression de courir après le temps justement, de ne pas avoir tout le temps qu'on aimerait pour pouvoir s'entraîner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour, plutôt que de tout vouloir faire d'un coup. C'est vraiment comme ça, petit à petit, régularité, que ça va permettre de progresser sur le long terme. Alors j'ai regardé et j'ai vu que par exemple l'OMS, de l'Organisme mondial de la santé, recommande de faire 150 minutes de sport chaque semaine. Ça revient à quoi? Ça revient à faire un peu plus de 20 minutes par jour. Alors on peut très bien déjà partir sur cette base et je pense que ça permet déjà d'avoir une bonne base, de bien se représenter ce qu'on peut déjà faire chaque jour pour avoir des bénéfices sur le long terme.
Et je pense que si on peut faire si on fait le parallèle, hein, c'est un petit peu comme la méditation, quand on en a parlé ensemble dans les précédents épisodes, eh bien on a vu qu'il vaut mieux faire 1 minute chaque jour plutôt qu'une seule fois une grosse séance. Eh bien c'est un peu le même principe ici. Parce que le corps, il va assimiler et il va aussi instaurer des bonnes habitudes. Alors si vous n'avez pas le temps, eh bien privilégiez vraiment des petites sorties plutôt que de faire une grosse séance par semaine. Le top, c'est qu'une fois que vous aurez instauré une habitude de courir régulièrement, donc en endurance fondamentale, eh bien les périodes où vous aurez un peu plus de temps, eh bien vous allez pouvoir progresser encore plus vite parce que vos fondations, elles seront encore plus solides et encore mieux fondées. Donc c'était la 5e règle. Je vous propose maintenant qu'on passe à la 6e règle. Alors la 6e règle d'or, la patience. En fait, j'entends souvent des lecteurs du blog et aussi des amis qui se sentent frustrés de ne pas progresser aussi vite qu'ils voudraient. Et souvent en plus, c'est lié au fait qu'ils se comparent aux résultats des autres. Alors oui, effectivement, ça peut être frustrant de ne pas progresser aussi vite qu'on le souhaite. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la course à pied et les sports d'endurance, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut être patient. La progression, elle vient mois après mois, année après année. Ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous propose là de vous partager quelques chiffres pour que vous ayez en tête ce qu'il est possible d'avoir comme progression sur un 10 km. Je vais prendre donc 4 ans, donc le premier kilomètre que j'ai couru à l'entraînement, en 2015, je l'ai fait en 49 minutes 52, donc on va dire 50 minutes. En 2016, un an après, je l'ai fait en 47 minutes. On voit déjà là qu'il a fallu 1 an pour gagner 3 minutes. Ensuite, en 2017, je suis passé à 44 minutes 11. En 2018, 40 minutes. Et en 2019, mon record actuel, 39 minutes 21. Concrètement, ça veut dire quoi? À la limite, on s'en fiche des chiffres. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important de voir, c'est qu'il a fallu 4 ans pour moi pour gagner 10 minutes. C'est-à-dire en moyenne 2 minutes 30 par an. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que en course à pied, on progresse, mais il faut du temps. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut être patient, il faut persévérer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il vous faudra autant de temps que moi pour progresser. Vous allez peut-être progresser plus vite. D'ailleurs, je connais des coureurs qui ont progressé beaucoup plus vite que ça. Et j'en connais aussi qui ont mis plus de temps. Chacun son rythme. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la patience. C'est vraiment une clé. Et il faut l'avoir pour pouvoir progresser sur le long terme. Et le fait justement de courir régulièrement, c'est ça qui vous apportera des bienfaits, même s'il y en a plein qui sont pas mesurables avec des chiffres, mais vous ferez dans tous les cas du bien à votre corps et à votre esprit en faisant du sport régulièrement. Et ça apportera finalement plein de bénéfices cachés sur votre état au quotidien. Alors voilà, on a fait le tour des différentes règles que je voulais aborder aujourd'hui. Alors on fait un petit récap de ce qu'il faut retenir. Alors l'essentiel à retenir, c'est quoi? Je récapitule les 6 règles. Première règle importante, l'échauffement. En moyenne, prévoyez 20 minutes en endurance fondamentale. Ensuite, la deuxième règle, la progressivité. La règle des 10%, on s'en rappelle, pour vraiment faire ça de manière progressive. Ensuite, troisième règle, l'endurance. Accordez 80% du temps de vos entraînements à l'endurance fondamentale autour des 70% de votre FC Max. Quatrième règle, la récupération. Pour bien assimiler, prenez du temps après l'effort pour pouvoir récupérer. Ça peut aller de 1 à 3 jours, ça va dépendre de votre niveau, mais prenez du temps pour récupérer. Cinquième règle, la régularité. Un peu chaque jour plutôt qu'une seule grosse séance le week-end. Et la patience, la 6e règle. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut du temps pour progresser dans ces sports d'endurance et le progrès, il apparaîtra après quelques mois et bien sûr, il sera consolidé après quelques années. Alors bien sûr, je ne pense pas détenir la vérité et d'avoir ciblé toutes les règles qu'il est indispensable de connaître, mais ce que je partage avec vous aujourd'hui se base sur mon expérience, donc libre à vous ensuite d'appliquer une ou plusieurs de ces règles. Vous avez peut-être d'ailleurs d'autres règles qui sont importantes pour vous, que je n'ai pas citées et décrites aujourd'hui, et je suis convaincu qu'elles ont aussi leur place. Alors, elles prennent en tout cas ces 6 règles, selon moi, une place importante dans mon entraînement. Dans tous les cas, prenez toujours plaisir à courir, alors en appliquant une ou plusieurs des règles d'or qu'on a vues aujourd'hui. Tout ça, j'en suis convaincu, ça sera bénéfique pour vous sur le long terme. Et bien sûr, introduisez
petit à petit ces règles, pas tout d'un coup, ce serait trop, ce serait contre-productif. Par exemple, la prochaine fois que vous allez vous lancer dans un entraînement ou dans un programme d'entraînement, regardez si ça respecte bien ces règles. Et la prochaine fois que vous vous dites « je stagne » ou alors vous avez l'impression de ne plus progresser, eh bien regardez si vous avez dérogé à l'une des règles qu'on a vues aujourd'hui. Et je pense qu'en les rebalayant, ça vous permettra de vous remettre sur la bonne voie pour progresser et à nouveau reprendre un max de plaisir à courir. Donc c'est à vous de jouer maintenant. On a vu beaucoup de choses ensemble aujourd'hui, mais rappelez-vous, commencez petit, mais commencez, passez à l'action, c'est ça qui est important. Et vous pouvez par exemple vous dire « Ok, à présent, je vais passer un peu plus de temps à m'échauffer et appliquer la première règle d'or, ce sera déjà très bien. » Et retenez bien ceci, une bonne séance commence toujours par un bon échauffement. Vous avez désormais à disposition 6 règles d'or pour vous entraîner plus efficacement sur le long terme. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce 6e épisode du podcast. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, alors faites-le moi savoir en mettant un max d'étoiles sur iTunes ou simplement en me laissant un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez de ces épisodes. Bien sûr, comme d'habitude pour moi, c'était un grand plaisir de partager avec vous ce moment. J'espère vivement que ce qu'on a vu aujourd'hui vous sera utile dans votre pratique sportive autant que ça l'est pour moi. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour de nouveaux conseils. Et je remarque aussi que vous êtes de plus en plus à m'écrire des messages pour me dire que le podcast vous plaît. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Je suis déjà motivé à la base, mais ça me motive davantage à continuer dans ma démarche de partage. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme et votre fidélité. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très vite et en pleine forme les coureurs motivés. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble. Progressivement et après un bon échauffement bien sûr. Allez, salut!